Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir, un bonheur, un honneur même de vous retrouver, comme tous les soirs, sur la télévision du Monde, 21h, 22h30, pour un débat, un talk show en compagnie de nos experts pour décrypter une actualité majeure. Et ce mardi sur la télévision du Monde, l'actualité est à l'international et elle a un rapport avec l'élection présidentielle en Algérie, en Afrique du Nord. Plusieurs candidats sont en liste pour cette élection qui aura lieu le 18 avril 2019 prochain. Mais il faut dire, des candidats de l'opposition face aux candidats du pouvoir, notamment le président sortant, le candidat à sa propre succession, Abdelaziz Bouteflika, qui continue à vouloir briguer un 5e mandat consécutif à la tête de ce pays de l'Afrique du Nord. Abdelaziz Bouteflika est donc candidat puisqu'il a officiellement déposé sa candidature comme 8 autres de ses challengers, ici tous de l'opposition, qui n'a malheureusement pas pu s'organiser pour une candidature unique face à cet homme fort du pouvoir en Algérie. Il faut également le préciser, depuis pratiquement une dizaine de jours, les Algériens du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont descendus dans la rue, et même ceux de la diaspora de la France et du Royaume-Uni, pour dire non à cette candidature d'Abdelaziz Bouteflika, qui continue d'être au sommet de l'État et qui envisage de briguer un nouveau mandat. De nombreuses informations autour de cette présidentielle retiennent l'attention de la communauté internationale qui reste mobilisée autour de cette présidentielle, mais également des autres pays africains qui s'intéressent à la situation politique en Algérie. Une situation qui a d'ailleurs intéressé la rédaction de Tout au clair, puisque Tout au clair se consacre aux sujets nationaux et internationaux. Et ce soir, nous nous consacrons donc à cette présidentielle. Comme il y a quelques semaines, nous sommes consacrés à la présidentielle du Nigeria. Et vous le savez, le président Muhammadu Buhari a été réélu avec une forte majorité dans le premier tour de cette élection au Nigeria. Que va-t-il se passer en Algérie alors que Bouteflika est pratiquement vomi par l'ensemble de sa population? Comment comprendre cette autre candidature pour un 5e mandat alors que tout le peuple dit non, un peuple à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Nous allons essayer en compagnie de nos experts ce soir, mesdames et messieurs, de décrypter cette actualité, vous apporter des éléments de réponse au regard de la spécificité de la démocratie en Algérie, mais également en faisant des rapprochements avec l'actualité nationale au Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est Tout au clair qui est dans les starting blocks pour cette autre livraison de ce mardi sur la télévision du Monde. Une fois encore, bonsoir, bienvenue. Dans quelques instants, la présentation du panel. Tout au clair, vous le savez, est une émission interactive. C'est vous qui faites l'émission et c'est vous qui nous apportez des éléments, des contributions au quotidien, des questions qui nous permettent d'alimenter davantage ce programme talk show débat sur la télévision du Monde de lundi à mercredi de 21h à 22h30. Et ce soir encore, vous ferez partie du panel du débat à travers vos contributions. Vous pourrez donc nous envoyer vos contributions à travers le 699 57 30 26, 699 57 30 et 26. Si vous êtes au Cameroun, si vous êtes en dehors du pays, vous ajoutez l'indicatif 00237 et puis nous nous ferons le plaisir, le bonheur de partager avec vous soit votre contribution, alors soit votre question dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est un débat interactif à l'intérieur du plateau avec plusieurs invités et non des moindres pour cette autre livraison de ce soir. Ils sont 4 déjà confortablement installés sur ce plateau pour discuter de cette problématique politique et notamment de cette élection présidentielle en Algérie. Et vous le savez, la tradition voudrait que nous commencions par notre gauche. Il est avec nous encore ce soir, Malangé Yeke Marcel, de l'Union des populations du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs et à tous les panélistes. Merci à vous, M. Malangé. À côté de vous, un qui vient pour la toute première fois sur ce plateau, André-Marie Biboum, acteur politique, mais également de la société civile. André Biboum, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde. En face de vous, deux messieurs également, un journaliste et un acteur politique
de premier choix. Il est président d'un parti politique proche de la majorité ou alors de la majorité présidentielle au Cameroun. Le NMP, Nouveau Mouvement Populaire. Président Bandakani, c'est son nom. Président, bonsoir. Bonsoir mon cher Moutamé, bonsoir mes copanélistes, à M. Malaké, à M. Biboum que tu as déjà présenté. Et puis l'autre panéliste sur ce plateau, c'est désormais un habitué, deuxième consultant pratiquement sur tout au clair, journaliste émérite, directeur de publication de Reflet d'Afrique TV. Thierry Niopé, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir également aux autres copanélistes. Je n'oublie pas les téléspectateurs de cette belle et prestigieuse émission qui continue de faire beaucoup de mules dans le corps social. Si vous le permettez, quand on parle de corps social, je me permets d'apporter toute ma sollicitude aux populations de Douala, notamment du marché Congo qui continue à souffrir le martyre au lendemain ou quelques 2 semaines après l'incendie qui a ravagé des centaines de boutiques de ce côté. J'aimerais également dire aux délégués du gouvernement de faire des efforts, de copier le modèle qui a marché du côté du marché central de Douala. Merci à vous. Vous venez d'ailleurs de commettre un reportage sur le marché central de Douala. Cet effet, nous parlerons des marchés dans le cadre de ce programme, certainement dans les jours à venir. Alors, ce soir, nous parlons principalement de l'élection présidentielle en Algérie. Nous aurons le débat avec vous, Thierry Niopé. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation en Algérie? L'élection va se tenir le 18 avril prochain. Il est clair que les choses n'ont pas bougé. Au sein du corps social, du côté de l'Algérie ou même de la classe politique, on se pose des questions. Est-ce que l'élection prévue, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le 18 avril prochain, aura lieu ou sera-t-elle renvoyée? Mais tout le monde s'accorde à dire qu'elle aura effectivement lieu au-delà de ces mouvements, de ces manifestations, de ces mouvements de protestation, de contestation qui se multiplient sur le terrain. Vous l'avez souligné à l'introduction de cette émission. Aujourd'hui, on a risqué plus d'1 million d'étudiants qui sont descendus dans les rues. Ils ont battu le macadam pour dire non à cette élection, pour dire non à cette candidature de Bouteflika, qui, comme vous le savez, certainement est, à l'heure où nous parlons, interné dans un hôpital suisse, à l'heure où des langues laissent croire que son état de santé est assez dégradant, décadent, à l'heure où on dit, jusqu'à preuve de contraire, son entourage dit qu'il se porte, et en fait il a le corps et le visage d'un enfant de 20 ans. Vous savez que cela n'est pas possible au regard de ce que nous savons de lui. Il a 81 ans à l'heure où nous parlons. La candidature a été déposée et il demande un mandat de plus, certainement pour, on en parlera, pour implémenter de nouvelles réformes et pour organiser l'élection anticipée 1 an après. Mais la population, notamment les jeunes qui demandent un renouvellement de la classe politique, ne sont pas de cet avis. Voilà la situation. Voilà la situation en Algérie. Mais avant de rentrer avec les autres panélistes, je voudrais que nous allions vivre ce reportage de nos confrères de France 24 qui nous relaient ici l'actualité de ce jour en Algérie où de milliers de jeunes étudiants, pour la plupart, sont une fois de plus descendus dans la rue pour protester et dire non à ce 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. L'appel à manifester a été lancé une fois de plus sur les réseaux sociaux. 10 h ce mardi, devant la Grande Poste d'Alger, des étudiants prennent la tête du cortège au cri de non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. L'objectif est clair, montrer au pouvoir que la contestation ne faiblit pas. Même scène hier dans la capitale algérienne et dans de nombreuses villes du pays, des milliers de protestataires ont investi la rue pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une mascarade. Le peuple est fatigué. Ça fait, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses. On va continuer jusqu'à ce que le pouvoir change. Et ça sera pacifique. Il n'y aura ni casse, ni rien du tout. La candidature de Bouteflika cristallise la colère d'une partie de la jeunesse, inquiète pour son avenir et celui du pays. L'économie algérienne est à bout de souffle. Les jeunes, dont 70% ont moins de 30 ans, ont difficilement accès au marché du travail. Malgré tout, le gouvernement reste inflexible. Le président au pouvoir depuis 20 ans et affaibli a fait enregistrer sa candidature dimanche au Conseil constitutionnel. Un acharnement vécu par cet activiste algérien comme une ultime manœuvre de Bouteflika et de son entourage. Le pouvoir en place est en train de trouver, de chercher des issues pour pouvoir corrompre une fois encore
et la dite classe politique qui est elle aussi complètement dépassée. Dans un communiqué publié par son nouveau directeur de campagne, le président s'est engagé notamment à mener une série de réformes et à ne pas aller au bout de son mandat. Des promesses inaudibles pour les manifestants. Il prépare déjà une nouvelle mobilisation vendredi. Voilà donc l'actualité en Algérie. Une nouvelle manifestation est annoncée pour vendredi prochain. Et il faut préciser que la manifestation de ce mardi matin est partie à travers des invitations sur les réseaux sociaux. Les uns et les autres n'étaient pas forcément préparés autour de cette manifestation. Alors, Marcel Yaké, voilà la situation en Algérie. Est-ce qu'on peut comprendre cette classe jeune qui descendent continuellement dans la rue? Les étudiants sont descendus. On a vu également les aînés, les hommes, les femmes, les acteurs de la classe politique, pratiquement tout un peuple qui descend dans la rue au quotidien pour dire non à un 5e mandat d'un président en exercice. Oui, c'est vrai. Quand on regarde un reportage comme celui-là, et surtout venant de France 24, on est en droit de se poser certaines questions. Mais si on analyse la situation de l'Algérie avec un certain recul, on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Les difficultés en Algérie, les difficultés politiques en Algérie ont créé une sorte de camarilla autour de la présidence, c'est-à-dire qu'une caste de gens qui dirigent et qui influencent la politique très fortement. Il y a un vaste mouvement qui tend vers le boycott et de gens qui sont pour la figuration. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Algérie n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays qui a obtenu son indépendance par les armes, sous la houlette du FLN, dont M. Bouteflika est devenu subitement, parce qu'il n'était pas dedans, il est devenu subitement un des responsables. Et la stabilité du Maghreb est en question ici. Parce que si l'Algérie, avec son opposition qui est désarçonnée, si l'Algérie sombre dans le chaos, il y a de fortes chances que toute la zone du Maghreb là, soit en difficulté. Et la même Algérie a des difficultés même sur le plan économique, puisqu'elle tire près de 95% de ses recettes de la vente des produits énergétiques, qui contribuent à son budget à près de 60%. Vous comprenez qu'il ne faut pas regarder cette élection en Algérie, regarder sous le prisme des individus. Il y a des tas de choses en deçà. Et les jeunes qui manifestent là, c'est bien. Il y a un autre danger en Algérie, c'est qu'il y a une sorte de maladie qu'on appelle l'urnophobie. L'urnophobie. Pourquoi? Parce que, curieusement, quand le président Bouteflika a signé son décret le 17 janvier convoquant le corps électoral, le même décret a ouvert de façon exceptionnelle la révision des listes électorales du 23 janvier au 6 février. Alors, est-ce que ça n'interroge pas des gens qui manifestent là? Bon, c'est bien, ils expriment bien que ce ne soit pas... Il paraît qu'administrativement, il y a un moment où les manifestations n'y étaient pas autorisées. Mais qu'on ait laissé cela, c'est beau à voir, mais est-ce un bel exemple à suivre? Est-ce un bel exemple à suivre? Voilà la situation actuelle en Algérie qui est assez tendue. Est-ce qu'on peut comprendre une élection ou alors un processus électoral dans un contexte aussi tendu, M. Biboum? Oui, disons que moi je pourrais qualifier, n'est-ce pas, ce qui se passe en Algérie du vent de la perestroïka, acte 2. Parce qu'on se souvient que c'est dans les mêmes conditions que ce vent a soufflé dans les années 90. Et tout partait toujours, n'est-ce pas, de cette volonté des étudiants de voir, n'est-ce pas, l'Afrique être transformée en véritable démocratie. On se souvient que s'il faut prendre, n'est-ce pas, le cas de ce qui s'est passé dans pas mal de pays en Afrique, à l'époque, on a baptisé cela les conférences nationales souveraines, ça prenait toujours corps dans les mouvements étudiantins. Donc rien ne nous étonne aujourd'hui que nous puissions vivre cela du côté de l'Algérie, lorsque ce sont les étudiants qui sont toujours devant la scène, où on se poserait la question de savoir où se trouve la force de l'opposition dans ces manifestations. Est-ce que l'opposition ira prendre force dans les mouvements
ou alors dans les manifestations estudiantines, raison pour laquelle je dirais qu'il n'y a pas d'opposition en Algérie, parce que s'il faut parler d'opposition aujourd'hui à la candidature de Bouteflika, ce sont les leaders de l'opposition qu'on devrait voir en première ligne, et non les étudiants. Alors, si les opposants qui se disent ne pas être d'accord avec, n'est-ce pas, la candidature déclarée et déposée du président sortant Bouteflika, ça veut dire, quelque part, il y a, n'est-ce pas, ce que j'appellerais une opposition faible. Alors, et cette opposition faible aujourd'hui ne pourrait que donner, n'est-ce pas, du crédit à ceux qui soutiennent la représentation de Bouteflika à la magistrature suprême. Bouteflika devait-il être contesté? On en reparlera certainement tout à l'heure, mais on reste autour de ces manifestations qui sont toujours des manifestations spontanées, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, mais des manifestations qui continuent d'être acharnées et mordicus, formées sur un non catégorique au président Bouteflika. Cela peut-il être acceptable dans un pays comme l'Algérie qui, il faut le rappeler, n'a pas connu, fort heureusement, le printemps arabe? Je voulais saluer les analystes qui m'ont précédé. Mon cher Yeke a fait une analyse historique très profonde et vous m'allez dans le même sens. Pour comprendre ce qui se passe, on est obligé de rentrer dans l'histoire de l'Algérie. Sinon, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que je veux vous dire que vous avez bien fait de souligner le spontanéisme populaire qui caractérise ces manifestations. Quand on parle de spontanéisme dans les mouvements sociaux, ça renvoie premièrement à ce que à une espèce de non-organisation. Les mouvements sont acéphales. Ça veut dire qu'il n'y a pas de leader. Ce sont des étudiants qui marchent, il n'y a pas de leader. Quand un mouvement est comme ça, généralement, ça ne porte pas sur le plan politique. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une canalisation, un canalisateur qui assume. Or, comme Biboum tout à l'heure l'a dit, c'est que les principales figures de l'opposition se sont retirées. Ils ont même dit qu'ils ne veulent même pas affronter Bouteflika. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut marcher comme ça tous les jours et ça ne débouche sur rien. La police vient, les accompagne, ils rentrent comme on fait là. On ne les touche pas parce que qui va prendre ça en charge politiquement? Qui va prendre ça en charge? Alors maintenant, s'ils refusent qu'il n'y a pas élection, ça va déboucher sur quoi? Alors là, vous allez voir que les cauchemars à passer peuvent revenir. Parce que vous savez que là, en 90, une telle configuration a débouché sur quoi? Sur une guerre civile. Avec la prise de pouvoir par les religieux islamistes, l'Algérie a beaucoup souffert. Et les conséquences aujourd'hui de cette guerre continuent à polluer. Vous avez parlé de l'enjeu de la sous-région. Une bonne partie des groupes terroristes qui aujourd'hui continuent à opérer dans ce qu'on appelle le Grand Sahel, tout ce que vous voulez, il y a des reliques des groupes armés algériens. Je vous dis parce que cette guerre civile, si la paix est venue en Algérie, c'était au prix de quoi? De que il y a eu des deals qui font qu'on a laissé la vie à certains groupes pourvu qu'ils ne dérangent pas l'Algérie, et on fait comme si on ne les voit pas. Or, ils se sont autonomisés, ils ont grandi, ils ont été récupérés par des réseaux internationaux. Aujourd'hui, ils foutent un bordel, permettez-moi l'expression, extraordinaire dans le Sahel, qui déstabilise pratiquement toute la région. Donc, il faut faire très très attention à ce qui est en train de se passer. Historiquement, pour revenir, il faut rappeler que l'Algérie est un pays particulier, deux niveaux. Tout à l'heure, il y a convoqué le Front de libération nationale, le FLN. Mais le FLN n'est pas la seule matrice de la révolution algérienne. Il y a les Messali Hadj, il y a les Ferhat Abbas, tout ce... Le FLN lui-même est une excroissance du parti de Messali Hadj. Donc ils arrivent à l'indépendance avec le FLN, mais historiquement il y avait la cassure entre l'autre parti qui était, parlons comme ça, un courant religieux hostile à la chrétienté, et l'autre parti qui était incarné par les Ben Bella et les autres, Bouteflika et les autres, qui ont pris le pouvoir, qui étaient moins portés par le courant religieux. Deuxième cassure, c'est que, le problème, c'est que l'armée, la particularité de l'Algérie, c'est qu'elle gagne l'indépendance avec une armée nationale de libération. L'armée de libération, qui est constituée de 3 groupes fondamentaux, ce qu'on appelle les déserteurs de l'armée française, l'armée des frontières et l'armée intérieure, les maquisards. Donc, c'est un pays compliqué. C'est-à-dire qu'assurer l'équilibre entre les 3 groupes militaires, là, ces 3 groupes historiques, qui ont fait la guerre d'indépendance. Si on met de côté un peu les déserteurs de l'armée française qui viennent après, les autres ont fait la guerre d'indépendance. Ils ont une légitimité historique terrible. Et ils n'ont jamais accepté que le courant religieux prenne le pas, gouverner l'Algérie.
C'est-à-dire c'est un pays compliqué. L'armée est puissante, mais elle n'a jamais voulu diriger. Elle n'a jamais voulu écarter l'aspect civil du gouvernement, mais en même temps, elle ne veut pas que les religieux reviennent en force. Vous comprenez pourquoi en 90, quand ça a été mal géré, les religieux sont revenus en force, l'armée a dit niet, ils ont arrêté. Donc si cette affaire est mal gérée, dans les conditions actuelles, cette rue-là peut faire peur à des partis de l'armée qui vont dire que monsieur, ça conduit comme ça, on stoppe, qui a besoin d'arriver là. D'accord. Alors, Thierry Niopé, le dépôt de candidature, le délai c'était dimanche à minuit, et la plupart des candidats de l'opposition, ils sont pratiquement 7 à 8 autour ou en face du président Abdelaziz Bouteflika, candidat sortant, candidat à sa propre succession. Mais si les uns ont déposé leur candidature pour le candidat Bouteflika, il s'est fait représenter par son directeur de campagne lors de son dépôt de candidature. Mais est-ce qu'on doit dire qu'au jour d'aujourd'hui, la candidature du président Bouteflika embarrasse tout le pays, l'Algérie notamment? C'est comme on voit que la posture du président Bouteflika est assez compliquée parce qu'on ne le dira jamais assez. Bouteflika a battu un travail immense, extraordinaire en Algérie au lendemain de sa prise de fonction parce que le pays allait à volo. Il y avait une déliquescence économique incommensurable au point où, parce qu'on sortait, on a parlé tout à l'heure de la guerre de 1990 qui a secoué ce pays pendant beaucoup d'années. Au point où, quand Bouteflika arrive en 1999, il réussit quand même à redresser un certain nombre de choses, même sur le plan économique. L'Algérie, qui est, il faut le souligner, 6 fois plus grand, près de 6 fois plus grand que le Cameroun, c'est l'un des pays les plus immenses de l'Afrique. Donc, il n'est déjà pas facile, au-delà de ces courants de pensée, au-delà de ces forces qui s'équilibrent. Je vous rappelle, par exemple, que même au niveau de la constitution algérienne, il n'est pas possible pour un simple citoyen de se porter candidat. Parce que la constitution en elle-même élève ceux qui ont combattu pour l'Algérie, ceux qui ont défendu les valeurs et les couleurs de l'Algérie. Donc, voilà. Et c'est garanti par la constitution. Ce qui fait que même au sein du landerneau politique, les gens ne se prévalent pas toujours dans un certain nombre de choses parce que beaucoup n'ont pas cette qualité-là. Ceux qui l'ont fait en réalité vouent un culte extraordinaire à Bouteflika. C'est ce qu'on observe. Mais il se trouve quand même que c'est une candidature qui embarrasse. Elle embarrasse parce qu'à 81 ans, c'est Bouteflika... 82 ans pratiquement aujourd'hui. Vous diriez, si Bouteflika se portait très bien, c'est-à-dire s'il se tenait sur ses deux pieds, s'il avait la capacité de tenir des discours, s'il était allé lui-même déposer sa candidature, je ne pense pas que le problème du 5e mandat se posera. C'est vrai que la Constitution a été amendée au point où, aujourd'hui, au niveau de... Comme la loi n'est pas rétroactive, elle ne s'applique pas nécessairement à Bouteflika parce que la loi dit qu'on est président pour un mandat renouvelable une seule fois. Donc, la loi n'étant pas rétroactive, en principe, c'est son dernier mandat. Il ne pourra pas se représenter au-delà de ces 5 ans, même s'il n'anticipe pas l'élection présidentielle. Donc, au sein du landerneau politique, cela dérange. Cela dérange parce que ce n'est pas quand même, on se dit, je vous rappelle que même lors de la prestation de serment, la dernière du président Bouteflika, il y a bientôt 5 ans, parce que l'élection, c'est le 18 avril, ce n'est pas lui-même, en réalité. Donc sa voix était presque pas audible du tout. On a eu de la peine à distinguer les propos de Bouteflika quand il s'adressait à la... Parce que là-bas, ce n'est pas comme au Cameroun où c'est le président de l'Assemblée nationale qui fait une litanie, tout un discours, et le chef de l'État jure de défendre la Constitution. Là-bas, c'est le président élu qui lit cette litanie et jure justement défendre la Constitution au péril de sa vie. Donc voilà, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on peut comprendre la posture de ces jeunes. D'ailleurs, beaucoup pensent que 20 ans au pouvoir, c'est quand même beaucoup. On a emprunté tout à l'heure au printemps arabe. Cela a eu des répercussions ailleurs. D'accord. Heureusement que l'Algérie en est échappée grâce justement au flegme d'un homme comme Bouteflika et de son entourage, parce qu'il n'est pas seul. Il y a des gens qui l'entourent, effectivement, des caciques qui l'entourent, et c'est eux justement qui manœuvrent pour que la situation reste en l'état. Ils se donnent même 1 an, peut-être pour arranger les choses, afin que d'ici 1 an que les choses... On parlera de cette année supplémentaire qu'il demande. Alors, Marcel Yeke, il est établi aujourd'hui, hein, les jeunes, pour la plupart, dans les reportages que nous suivons depuis le début de la semaine ou depuis la semaine avant, 10, 20 ans, c'est trop. Pour nous, vous l'avez suivi comme moi tout à l'heure,
depuis 20 ans, pour la plupart de nous, on n'a connu qu'un seul président, M. Bouteflika. Il vaut mieux changer des choses. Mais qu'est-ce qui dérange véritablement pour cette cinquième, ou alors ce cinquième mandat, cette cinquième candidature qu'il sollicite auprès de son peuple algérien? Oui. La répétition étant pédagogique, je ne cesserai de vous dire que je suis Malangué Yeke et non Marcel Yeke. Il faudrait, ne me faites pas apporter un certificat d'individualité sur ce plateau. Bon, mais cela étant dit, cela étant dit, oui, mais vous vous adressez à moi pour que... Donc cela étant dit, votre question est quelque peu embarrassante. Parce que nous sommes là en face d'un pays, mais copanélistes l'ont dit, un pays qui s'est donné des valeurs, en dépit de tout, qui s'est donné des valeurs. L'Algérie, c'est 2 300 000 et des poussières de kilomètres carrés pour une population de 39 millions d'habitants, dont pratiquement seulement le quart n'est pas une zone sahélienne. Seulement le quart. Donc ça devient d'autant plus compliqué que l'Algérie constitue aussi une sorte de barrière à l'islamisme sauvage. Parce que le GIA est né en Algérie. C'est lui qui est l'ancêtre de tous les mouvements, les groupuscules islamistes qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est grâce au travail des gens du FLN qui ont su comment combattre et en respectant des valeurs historiques. Ils ont su maintenir cela. Donc, on ne peut pas parler de l'Algérie comme on parlerait de n'importe qui. C'est tout comme on ne peut pas parler du Cap-Vert comme on parlerait du Cameroun ou bien de notre pays qui sont arrivés à l'indépendance ayant obtenu dans une pochette surprise. Tout le monde se souvient des accords d'Évian qui ont amené l'Algérie à l'indépendance en 1962. Ça n'était pas des histoires c'était pas un cadeau. Hein. C'était pas du tout un cadeau. Donc voilà des gens qui ont su. Ils ont imposé, sans vouloir fortement verser dans ce qu'on voit aujourd'hui, le prosélytisme religieux. Ils se sont dit, ils veulent effacer les traces du colonialisme par une autre socialisation. Ce que nous, ici, on appelle, dans une certaine sphère, la socialisation inverse, qui n'est pas très bien connue. Nous allons nous atteler à expliquer les fondements de cette nouvelle vision des choses. Donc, il est très difficile de parler de l'Algérie comme ça, après avoir vu un reportage de... Comment vous avez encore appelé ça? De France 24. Ah oui, France machin là-bas. Donc, non, c'est pas un machin. Ce sont nos confrères, il vaut mieux donner... Ah oui, non, vous savez, je n'ai pas l'habitude de prononcer ces gros mots-là. Moi, je suis un vulgaire paysan, donc, enfin, paysan. Oui. C'est pas la veste. Le port de la veste d'une cabane ne me rend pas plus intelligent. Ce qui rend quoi? Qu'est-ce qui choque là-dedans? Il n'y a rien de choquant pour qui sait ce que c'est que l'Algérie. Qui sait ce que représente la stabilité de l'Algérie pour le Maghreb. Ces jeunes-là ne savent pas de quoi il s'agit? Pardon? Ils ne savent pas de quoi ils parlent? Non, ils savent. Mais ils savent de quoi ils parlent, mais ce n'est assis sur rien de sérieux parce que c'est des trucs de... Comment on les appelle encore ici? Comment le président de la République du Cameroun appelle encore ça? Les gens qui sont sur les machins là. Ou là, voilà. C'est la génération Android. Pour ramasser mon propos en quelques mots comme en mille, je dirais qu'il ne faut pas voir l'élection en Algérie en regardant, en personnalisant autour de Bouteflika qui a eu un AVC handicapant en 2013. Parce que très peu de gens auraient pu résister. Alors, le président Bouteflika a fait, malheureusement, fait un AVC. Il a une situation de santé qui est assez déplorable, assez critique quand même. Il faut préciser qu'au moment où on clôturait le dépôt de candidature, il se trouve toujours d'ailleurs dans un hôpital en Suisse où il suit une thérapie pour ces multiples AVC qu'il a subis. Et dans le reportage qu'on a suivi et dans les éléments qui sont présentés par cette population algérienne qui continue de descendre dans la rue, il faut rappeler qu'ils sont descendus en France, ils sont descendus au Royaume-Uni, en Algérie c'est pratiquement quasi quotidien, par milliers de centaines, ils sont dans la rue pour protester, dire non. Et l'une des raisons qui est évoquée, c'est son état de santé assez précaire.
Est-ce qu'on doit pouvoir accepter un président dans cette condition? C'est vrai que lorsqu'on regarde l'état de santé du président sortant Bouteflika, on se questionnerait, n'est-ce pas, sur les raisons pour lesquelles, de façon optionnelle, il a voulu se représenter. Mais je pense que nous avons vécu des cas au Nigeria où le président a été malade pendant de bons mois et il s'est remis. Et pendant, n'est-ce pas, sa période de maladie, nous avons vu comment l'environnement politique nigérien s'est ébranlé en estimant qu'il ne pouvait pas être de retour, alors que personne n'a, n'est-ce pas, le secret de la guérison de qui que ce soit. Je voudrais dire ici toute mon inquiétude par rapport, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, à la classe politique algérienne. Que reproche-t-on à la candidature de Bouteflika? La longévité au pouvoir ou alors son état de santé? Parce que s'il faut parler de la longévité au pouvoir, je parlerai peut-être d'une rupture qui est en train de naître entre la génération actuelle qui est tellement excitée, c'est la jeune génération qui voudrait voir, n'est-ce pas, une certaine transition entre l'ancien fonctionnement, c'est-à-dire ceux qui ont été mis au pouvoir depuis les années 60 par la France et autres, et cette nouvelle génération aujourd'hui qui se définit à travers, n'est-ce pas, les acquis académiques et qui sont, n'est-ce pas, assoiffés de voir une certaine alternance dans la gestion de la cité. Parce que Bouteflika, aujourd'hui, nous l'avons, ceux qui sont sur le plateau ont essayé, n'est-ce pas, de dérouler son bilan, qui est élogieux, il faut l'avouer. Et est-ce que c'est donc par rapport à son état de santé ou par rapport à sa longévité, je dirais, oublions quelque part son état de santé, parce que nous avons vu, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler, n'est-ce pas, de sa condition physique. Et nous avons vu, n'est-ce pas, ce discours au 31 décembre, son adresse à la nation, qui a un peu indigné le monde entier. Mais si, sur le plan de la sagesse africaine, on estime qu'il peut apporter encore quelque chose à son pays, tout simplement ce que nous pouvons souhaiter, c'est que ceux qui soutiennent sa candidature ne le fassent pas en se disant, si demain il arrivait que il passe de l'autre côté, que ce soit, n'est-ce pas, à la faveur de certaines personnes qui sont un peu opportunistes par rapport à son état de santé, mais pourvu que, n'est-ce pas, ce soit quelque chose de sincère par rapport autour de sa candidature, parce qu'on se dise, c'est un sage et qu'il a encore beaucoup à nous apporter, et si jamais il arrivait que lors de sa prochaine mandature, si jamais il venait à être élu, que, n'est-ce pas, la République algérienne, pour laquelle il s'est toujours donné à fond, parce que nous savons aujourd'hui, en Afrique, c'est l'une des personnes les plus honorées, et même honorables, il faut le dire, hein. Oublions, n'est-ce pas, l'aspect politique, mais restons vraiment dans le cas concret et palpable d'un gouvernant qui a tout donné pour son pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, comme je l'ai toujours dit, essayer d'amener la jeunesse africaine. Nous ne voulons pas dire que nous sommes contre la transition, mais il faudrait que la jeunesse africaine, aujourd'hui, essaie de comprendre qu'est-ce que, d'abord, la politique, parce que la politique, ce n'est pas de l'agitation. Okay. La politique, c'est une école, c'est une carrière. On ne s'agite pas en politique, on se lève un matin, on dit tel doit partir. Pourquoi cette personne doit partir? Et pour qui doit arriver? Et quel est le projet de société de celui qui doit arriver? Et c'est pour ça que je parlais des années 90 où nous avons vu la jeunesse africaine se soulever, revendiquer les conférences nationales souveraines, revendiquer les départs des uns et des autres. Mais au fond, est-ce qu'elle comprenait vraiment l'enjeu politique autour, n'est-ce pas, de ce qu'elle défend? Alors, le président Bouteflika est candidat à cette élection. On nous dit tout à côté, c'est un sage africain. Mais est-ce que ce n'est pas un faux prétexte que de dire que c'est un sage africain? On va finalement le dire dans tous les pays africains. Même si on est arrivé et qu'on est diminué par la force, par ses capacités physiques, il vaut mieux rester là. Mon cher Moutomin,
c'est un problème de valeur et d'humanité. Nous serons tous appelés à vieillir un jour. On risque de se retrouver dans des situations. Merci pour les plus chanceux, comme dit mon ami Yekin. Parce que je comprends bien, l'espérance de vie ne fait que se diminuer de jour en jour, pour des raisons que nous connaissons. On risque de se retrouver dans une société où les vieillards sont parqués dans des camps. Parce que la nouvelle génération ne savent plus s'occuper de leurs parents. Une société qui arrive à ce niveau n'est plus une société humaine. Parce que vous ne connaissez même pas la dette que vous avez à l'égard de ceux qui vous ont précédés. Vous êtes des sauvages. Il faut faire attention. Bouteflika, ce n'est pas n'importe qui qu'on parle de lui. Tout à l'heure, mon ami Yeka parlait des valeurs. Il faut attention. Il a tout donné à son pays. Il a fait la guerre d'indépendance. Il était l'un des plus jeunes ministres des Affaires étrangères de l'histoire de l'Afrique, à 25 ans. Et il a marqué son passage à l'époque dans des combats du tiers-monde, défendre les valeurs du tiers-monde, la dignité du continent africain et les combats tiers-mondistes du monde entier. Bouteflika a incarné ça. À un moment donné, il s'est retiré parce qu'il n'était plus d'accord. Il est parti. Donc, ce n'est pas un homme qui a cherché le pouvoir. Hein. Il est parti. Il est passé le temps dans les pays arabes. Il est resté longtemps. On allait le chercher en 1999. Il a dit non. Il a refusé. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas se soumettre à l'armée, au groupe militaire qui s'affrontait. Il a dit non. On allait le chercher. Hein. Donc, si c'était un pouvoiriste, il n'aurait pas dit non. Quand on va le reprendre, il pose ses conditions. Il revient, tout à l'heure, Thierry, je peux vous en rappeler brillamment ce qu'il a fait. Il a discipliné les militaires en Algérie. Les militaires étaient devenus, ça allait dans tous les sens. C'était très risquant. C'est lui qui les a disciplinés. Il a envoyé des groupes militaires qu'on pensait pratiquement divinisés en Algérie. Il les a envoyés en retraite. Il a imposé le concorde civil, comme on l'a rappelé à l'époque. Il a imposé ça. C'était pas évident. Il a imposé. Et il a réussi à faire en ce que, non seulement la concorde soit une réalité, parce que l'armée avait un problème. La guerre civile a réjailli terriblement sur l'armée parce qu'on l'a accusé de toutes sortes d'exactions. Il fallait négocier cette affaire de manière à ce que l'armée sorte de là sans être humiliée. Il fallait en même temps la maîtriser, mais ne pas l'humilier du fait de son importance historique dans la société algérienne. Il a réussi à faire ça. Il a réussi à relancer l'économie algérienne. On ne le dit pas assez. Avant qu'il y ait la crise des cours sur les matières premières qui réjaillit, comme dans le cas des pays africains ont ce problème de dépendance à l'égard des coûts des matières premières que nous ne maîtrisons pas, il faut le dire. L'économie algérienne se portait très bien. Il a subventionné beaucoup les aspects sociaux de la vie du peuple algérien. À la santé. Donc un bilan élogieux, mais tout de même... J'arrive. Il faut rappeler ça, parce que je vais vous dire pourquoi je rappelle ça. Il faut faire attention. Il a fait ça. C'est lorsqu'il y a... Et même quand il y a eu la chute des matières premières, le FMI a voulu pointer son nom en Algérie. Il a dit ficher le camp. Il a dit ficher le camp. Il faut rappeler ça. Dernièrement, il a dit, nous, on ne part pas au FMI, je vais utiliser la planche à billets. Il a fait Bouteflika, il a dit qu'on pas l'ajustement structurel ici chez moi. Pourquoi? Pour préserver cet équilibre important dans ce pays. Il faut faire très attention parce que les revendications de nouvelles générations sont très légitimes. Je peux comprendre ça. Mais nous devons apprendre à faire ce qu'on appelle la conciliation des chaînes, de la chaîne des générations. Si ça se passe très mal en Algérie, les conséquences seront terribles. Et on a vu ça ailleurs. Les Égyptiens ont dit ce que j'entends dire là, que depuis que nous sommes jeunes, on a vu un seul président. Les Égyptiens ont dit ça. Il s'est passé quoi? Printemps arabe, Moubarak a été traîné devant la justice. On l'a chassé, tout. Qui est arrivé? Un maréchal. Plus dur. C'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir, près de 2000 morts pour rétablir l'autre. Donc, il croyait chasser Moubarak. L'armée est revenue en force. Et plus violente encore. Morsi est en prison. Moubarak n'a même pas fait ça. Morsi est en prison. Et il est entre la peine de mort ou la clémence de... C'est là qu'il n'est pas décédé. Il est en prison. Vous prenez le cas tunisien. Même chose. Aujourd'hui, les Tunisiens pleurent. Et qui a remplacé Ben Ali? Un autre classique de Ben Ali. Le président il est âgé, je respecte son âge, je respecte, mais il travaille non, il a même plus de 78 ans. Il n'a plus que ça. Il travaille avec Ben Ali. C'est un gars de Ben Ali. Aujourd'hui, les Tunisiens pleurent. Ils sont en train de... Le parti de Ben Ali est en train de revenir. Ils reviennent en force en Tunisie. Oui. Et il y a un parti islamiste qui est là, dirigé par Hachem Galouti, qui est pratiquement la principale figure politique. Ça ne veut pas attention. Ennahda, merci. Il va prendre le pouvoir. Vous prenez en Libye. Ça s'est passé comment en Libye? On l'a manipulé une partie de la génération qui dit non, vraiment, nous voulons vivre comme les Américains, machin et consorts. Toujours comme tout à l'heure, il y a qu'à disait, par les réseaux sociaux. Voilà Libye aujourd'hui. Ils sont en train de regretter Kadhafi, ils pleurent. Ça fait 20 ans, mais tous sont dans la guerre. Ils ne sont pas prêts d'en sortir. Donc, dans tout prix, on a fait signer les contrats à des gens qui n'avaient aucun mandat.
ils ont signé le contrat à la France, ils sont partagés aux Américains et tout, sans l'avis du peuple libyen. Donc ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que c'est un signe de temps. Bouteflika et son groupe doivent comprendre ça. Je crois qu'ils ont compris, ils ont saisi, quand ils disent qu'il il est élu, dans un an, il fait des élections présidentielles anticipées, il n'est pas candidat. Pourquoi? S'il a fait si mal négocié, et que les clans militaires n'ont plus quelqu'un qui peut leur parler. Parce que Bouteflika a au moins une autorité sur l'armée. Parce qu'il a fait, il dit qu'il est moudjahid, c'est-à-dire les militaires le respectent. On le respecte. Moi, je parle par les j'ai le document ici, vous pouvez lire. Vous voyez ça? Je parle par les j'ai lu ça. Donc, on le respecte. Si maintenant, l'armée se retrouve avec quelqu'un, il n'a plus d'autorité à travers laquelle elle peut se reconnaître, et que les fractions militaires commencent à s'affronter pour le pouvoir, l'Algérie a fini. Et les conséquences pour l'Afrique seront terribles. Nous pensons qu'il faut qu'on réussisse à créer une situation où les revendications de cette jeunesse légitime doivent être prises en compte, mais en même temps, préserver la stabilité du pays, la sous-région, de manière à ce qu'un consensus se mette en place. Moi, si j'avais un conseil à donner, laissez-le faire, il passe, il fait un an, il fait les sommes présidentielles, il se retire, il s'en va, et entre-temps, il sait ce qu'ils ont à faire avec les groupes puissants qui sont là autour et qui peuvent s'affronter pour le pouvoir si ce n'est pas bien maîtrisé. Alors Thierry, je viens à vous, mais avant, bonsoir au panel. L'Algérie, pays respectable, vu la façon avec laquelle le peuple manifeste librement leur opinion sur le choix de leurs dirigeants, quelle que soit l'issue. Le reste... le président Bouteflika restera un grand homme pour son pays et même pour l'Afrique tout entière. C'est un SMS qui est arrivé. Il n'a pas été signé par ce téléspectateur qui nous a envoyé ce SMS pour cette édition. Alors, nous parlons toujours de SMS. On a un autre SMS qui est arrivé. Alors... on ne prendra pas ce SMS, il est jurieux. On prendra cet autre SMS dans le cadre de ce programme. La longévité au pouvoir des despotes tue la pérennisation de la conscience politique et citoyenne dans nos pays africains. C'est Youssouf de Yassa Douala qui nous a envoyé ce SMS-là. Alors, tout à l'heure, on parlait... des personnes qui pourraient, ou alors de ces candidats de l'opposition, une opposition qui est désarçonnée, qui a eu du mal à pouvoir se constituer en un véritable bloc. Et parmi ces leaders de l'opposition qui ne sont pas visibles dans ces manifestations, qui sont enregistrées depuis pratiquement 12 jours déjà, il y a Ali Gueridi, qui est un ancien général, ou alors un général à la retraite, qui a, on va le dire de cette façon-là, qui a une force également, et qui a une main mise sur l'armée d'une façon ou d'une autre. Oui, parce qu'elle était proche de ce corps. Mais avant que peut-être d'aborder cet aspect, je tiens à rappeler que je partage humblement le point de vue des uns et des autres, que je crois fermement que le travail abattu par Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'Algérie en 20 ans n'est pas contestable. Il a fait des réformes qui ont fait quand même bouger le pays, au point où, je le dis, à qui veut l'entendre, quand on regarde le produit intérieur brut de ce pays, quand on regarde la dette intérieure, elle n'est que de 8% par rapport au PIB, ce qui est extrêmement encourageant. Donc, à ce niveau, Bouteflika a battu un travail extrêmement important pour l'Algérie. Mais je continue à croire, jusqu'à preuve de contraire, que s'il a pu travailler en 20 ans pour asseoir cette dynamique-là, si depuis 2013, il est malade et que le peuple algérien l'a compris, l'a soutenu pour ce dernier mandat, il est tout à fait loisible que les 1 an qu'il demande sont peut-être compréhensibles. Mais je crois que si il demande 1 an, il aurait pu. Les réformes qu'il veut engager, les réformes profondes, comme on l'annonce avec son clan, parce que lui-même ne s'est pas exprimé sur la question, il faudrait le dire, les réformes profondes qu'il envisage engager si jamais il est élu au soir du 18 avril, il pouvait engager ces réformes pendant les 5 dernières années, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, pourquoi? L'on ne sait pas. Mais on continue à croire que son état de santé chancelant est pour beaucoup. On ne peut pas avoir à la tête d'un État quelqu'un qui est comme une légume, disons-le ainsi. Quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui ne s'exprime pas, quelqu'un qui ne parle pas à son peuple. Quelqu'un qui dit que son dernier discours remonte à 6 ans. Je vous dis que lors de sa prestation de serment, il était à peine audible.
Et on ne peut pas gérer un État dans... Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon. Il a fallu des preuves de vie. Il a fallu que malgré le fait que le président Bongo avait des difficultés à cause de ce double AVC, il a dû s'exprimer pour rassurer le peuple. C'est important de rassurer le peuple. Je suis un peu choqué de croire qu'après Bouteflika, il n'y a pas d'autres Algériens capables d'assurer cette stabilité. Il y en a, on l'avait souligné tout à l'heure. Donc, on peut le faire. Il faudrait que l'on comprenne que Bouteflika Abdelaziz, jusqu'à preuve du contraire, est également un humain. Il a ses limites, il a ses défaillances, il a ses faiblesses et maintenant il est malade. Il a également droit au repos. Que ceux qui l'entourent le comprennent, l'accompagnent pour qu'il aille se soigner convenablement, pour qu'il il a beaucoup donné à l'Algérie, pour qu'il se repose et permette aux autres également de servir l'Algérie. Il a fait. Beaucoup d'autres également peuvent le faire. Nul n'est indispensable. Bouteflika l'a fait. Vivement que maintenant, au regard de son état de santé, au regard de sa... Moi, je ne regarde pas son âge. Vous estimez parce que sa condition de santé choque et c'est compréhensible. Pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Son âge ne me choque aucunement parce que même dans des pays de la sous-région, en Afrique centrale, il y a des chefs d'État qui sont plus vieux que lui. Mais son état de santé choque. Son état de santé ne lui permet pas de gérer convenablement l'Algérie comme il a si bien géré. Moi, je crois qu'il a battu un travail formidable. Il faudrait qu'on le laisse se reposer et qu'il sorte par la grande porte et que ceux qui s'activent dans des réseaux, ceux qui s'activent à gérer ou qui gèrent l'Algérie depuis qu'il est malade, comprennent qu'à un moment donné, il faut laisser quelqu'un se reposer également. Cette candidature de Bouteflika qui entre, malgré les nombreux appels de l'opposition, peut-il être considéré, ou alors peut-être cette candidature peut-elle être considérée comme étant une sourde oreille du régime, du président vis-à-vis de son peuple? Un peuple qui l'appelle d'ailleurs par ailleurs pour un choix décisif le 18 avril. Vous savez, quelqu'un disait ici, et je le pense fortement, qu'il n'y a pas de messianisme en politique. Il y a une certaine charge émotionnelle que porte, comment je peux dire, irradie certaines présences. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir leader. Un leadership, ça ne se décrète pas. On ne se décrète pas leader. On apprend à devenir leader ou on est leader. L'Algérie a traversé 4 principales époques qui s'étalent de 62 à 2015. La première avec l'économie planifiée, la deuxième avec... qui s'est allé de 79 à 87 avec la crise de la restructuration, et puis la troisième, 88-93, la crise des privatisations. Elle est en train de tenter la 4e phase qui court de 94 à 2015, tout au moins, qui est celle du passage à l'économie de marché. Ce n'est pas très facile du tout. Et puis, il faut aussi tenir compte, pour revenir à la charge émotionnelle à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, dans la cosmogonie des gens du Maghreb, le chiffre 5, ça a une signification. On bénit les enfants, les mamans bénissent leurs enfants avec le chiffre 5. Ça a une signification. Il ne faut pas mettre ça par perte et profit. Si ce monsieur, qui, contrairement à ce que disait M. Nyopé tout à l'heure, ce n'est pas forcément... parce qu'il n'y a plus personne d'autre qui puisse diriger l'Algérie. L'Algérie a existé avant Bouteflika. Et même après, elle continuera à exister. Donc ici, il faut regarder les symboles, pas les personnes. C'est-à-dire que ces symboles, ces valeurs doivent être comme la loi, qui est de portée générale et impersonnelle. Il ne faut pas faire un point de fixation sur Bouteflika. Bouteflika est porteur d'une charge émotionnelle forte. Vous comprenez? Ce n'est pas l'individu qui compte ici. Ce n'est pas l'individu Bouteflika. Mais même comme vous l'avez traité de légumes, ce que je ne partage pas du tout, parce que, bon, il a été victime d'un accident. Ah bon, vous savez, je ne suis pas très fort dans la langue de trucs là. Bon, je ne peux pas être... Sauf que vous utilisez cette langue. Pas la force des choses. Donc, voilà. Vous comprenez donc ce n'est pas... Il ne faut pas se focaliser sur l'individu.
Pas du tout. Donc il faudrait davantage se focaliser sur son bilan. Si on prend son bilan sur le plan économique, sur le plan de la stabilité, au moins de la péréquation sociale, et bien d'autres trucs, je ne crois pas qu'il serait placé parmi les derniers. Je suis désolé, bien qu'il ne bouge pas. Et puis un chef, il n'a pas toujours besoin d'être au charbon. Hein. Les rois dans nos dynasties médiévales, même ici en Afrique, ils n'étaient pas... Nous sommes dans une royauté, c'est ce que vous voulez dire, en Algérie. C'est une sorte de métaphore. On l'a compris. Non, vous ne l'avez pas comprise, parce que si vous l'avez compris... Puisque vous nous renvoyez dans le médiéval, en nous disant que nos rois dans le médiéval... Vous croyez que les gens du médiéval ceux d'aujourd'hui vivent mieux que ceux du médiéval? Vous êtes en train de courir vers des produits bio. Vous recherchez vos propres origines aujourd'hui parce que vous les aviez perdues par perversion. Vous croyez que c'est porter une cravate et une veste qui rend plus intelligent? Je suis désolé, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Bon voilà, prenez votre parole. Merci beaucoup à vous, M. Malangé. Tout à l'heure, on a parlé de l'opposition, de l'opposition qui est complètement délassonnée en Algérie. Pourtant, il y a des caciques de cette opposition qui ne se font pas entendre. Pourquoi ces caciques restent à l'écart? Oui, c'est une question de l'offre à proposer, n'est-ce pas, aux Algériens. Parce que le bilan du président sortant est tellement, pour ma part, élogieux, qu'aujourd'hui, pour le déstabiliser à partir de son bilan, ce serait pas facile pour les opposants algériens. Il faut aller fouiller et encore fouiller pour voir quelle offre aujourd'hui pourrait être alléchante, n'est-ce pas, à la population algérienne. Mais c'est pour ça que je parlais, n'est-ce pas, de cette transition aujourd'hui entre ces présidents qui, ou alors de cette génération qui vient, n'est-ce pas, de l'Afrique après les indépendances, et la nouvelle génération aujourd'hui qui semble, n'est-ce pas, s'arrimer à l'ère du temps, c'est-à-dire parlant, n'est-ce pas, du multipartisme, de la démocratie et autres, oubliant que quelque part, il y a ce qu'on appelle aussi cette sagesse africaine. Et je crois que c'est à ce niveau que le combat se joue aujourd'hui. Parce que quand je vous disais à l'entame de cette émission que je vois les étudiants faire le plein des rues, mais je ne vois pas les opposants en première ligne, c'est pour montrer à quel point les opposants eux-mêmes ne croient pas encore, n'est-ce pas, à ce qu'ils viendraient, n'est-ce pas, proposer par rapport aux consultations qui s'annoncent. Ils ont fait des propositions. D'accord? Lorsqu'on parle de propositions, ces propositions doivent être animées. Je crois que c'est ça la politique aussi. On anime ces propositions. On ne vient pas coucher une proposition sur du papier pour dire, voilà, on bat campagne, mais on ne va pas aujourd'hui utiliser les étudiants tels que moi j'ai vu cette sortie des étudiants aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, faisons très attention, parce que dans les années 90, nous savons ce qui s'est passé avec les étudiants qui sortaient en masse, alors que derrière, il y avait une récupération qui se préparait. Ce n'est pas aux étudiants de baliser le chemin pour que les opposants prennent le devant après, mais c'est plutôt, lorsqu'il faut parler d'une opposition forte, une opposition qui a de quoi proposer, c'est-à-dire en face d'elle, il y a ceux qui sont au pouvoir, et une opposition qui vient avec du répondant, c'est ce que nous attendons de cette opposition en Afrique. Mais il ne faudrait pas cette opposition, comme je le disais, qui va s'accrocher sur, n'est-ce pas, les mouvements populaires, c'est-à-dire les étudiants qui se lèvent, des mouvements incontrôlés qui n'ont pas de leader, pour dire, c'est nous, l'opposition, qui sommes en train de mener ce combat. Aujourd'hui, ce sont les étudiants qui appellent Bouteflika à ne pas se représenter en masse, alors que nous devrions plutôt voir l'opposition, c'est-à-dire les partis politiques, sortir en masse avec leurs militants pour dire nous ne voulons plus de Bouteflika. Moi, et c'est là où il y a ce questionnement du politique en Afrique. Et sur plusieurs plateaux, j'ai toujours dit, est-ce que les Africains, pas les leaders, mais ceux qui, ou alors ceux qui aujourd'hui
se définissent comme les militants des partis politiques savent déjà ce que c'est qu'être militant d'un parti politique. D'abord ça. D'accord. Alors, on va en venir au président Bandakani. Deux questions au président Bandakani. La première, est-ce que les oppositions en Afrique ont un réel problème? Elles ont du mal à pouvoir se constituer en bloc face au régime en place. Si on prend le cas du Cameroun, on prend le cas du Nigeria, avec l'élection qui vient de se passer, le président avait en face de lui, c'est vrai, un gros challenger, mais à côté, pratiquement 78 autres candidats issus de l'opposition. Au Sénégal, l'élection vient d'être clôturée et la Cour constitutionnelle a consacré l'élection du président Macky Sall. Il y avait toujours plusieurs candidats d'opposition face aux candidats du régime. Est-ce que finalement les oppositions en Afrique ont un réel problème pour pouvoir constituer un véritable bloc compréhensible avec une offre acceptable pour la population? Et d'autre part, on a quand même de grands noms dans cette opposition. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, le général à la retraite, Ali Guéridi. Et il y a un homme d'affaires, Richard Enekaz, un véritable homme d'affaires. Donc, il sait de quoi il parle dans cette opposition en Algérie. Ils sont plusieurs autres. Mahfoud Abdoul, Abdelkader Ben-Grina et Ali Zekdoud. Ils sont très nombreux, mais ils ont du mal à pouvoir apporter du répondant face aux candidats en face. Pour la simple raison que la plupart sont les produits du système algérien. Je vous donne l'explication. Prenez M. comme Benfis, c'est l'ancien Premier ministre. Pourquoi il se retire? C'est la deuxième fois qu'il se retire à une élection. Pourquoi il se retire? Alors qu'il a un boulevard. Parlons comme ça. C'est parce qu'il ne peut pas affronter la machine. Il ne peut pas, parce que tous sont des produits du système. Donc, et c'est un des problèmes majeurs, c'est que vous appelez opposition en Afrique. D'abord, vous globalisez, il y a des oppositions en Afrique. Ce sont des oppositions avec des trajectoires historiques différentes, avec des origines différentes. Bon, on globalise, on dit l'opposition. Parce qu'en Afrique, dès que vous vous opposez au président qui est en place, on vous qualifie d'opposant. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous dis, dites-moi pourquoi un monsieur comme Ali Benfis ne peut pas affronter Bouteflika. C'est culturel, parce que il ne peut pas se placer devant lui. D'abord, Benfis lui-même est un produit du système. Et puis, quand Bouteflika est en place, il ne peut pas. Parce qu'au-delà de Bouteflika, la machine qui est là ne l'accepte pas, lui, Benfis. Et en même temps, il ne peut pas les affronter parce que, ayant lui-même été un fils du système, on sait comment on peut le tenir ici, on peut tirer ici, et il s'était. Donc, il n'arrive pas à affronter, à s'engager dans le combat. Vous parlez de l'homme d'affaires. Vous allez voir bientôt, on va sortir ces dossiers. Vous allez voir. Et quand on va sortir d'autres, il va se taire seul. Parce qu'il sait que, bon, s'il va à un certain niveau, on va dire, bon, tu dis, attention, tu franchis la ligne là, nous, monsieur, on va te vider. Vous donnez l'affaire Khalifa, non? Khalifa, qui faisait le bruit, mais il était quoi? Il était une fabrication artificielle du régime. Qu'elle a voulu franchir la ligne rouge, il a l'étranger. On l'a dit qu'on va t'anéantir. Donc c'est ça le problème. Pourquoi? Dans le fond, de manière fondamentale, la politique en Afrique s'est faite dans des conditions particulières. Nous sommes des pays néocoloniaux, il ne faut pas oublier ça. N'ayant aucune maîtrise sur notre économie. Ça veut dire que quand l'appareil d'État est au pouvoir, quand quelqu'un est au pouvoir, il a l'appareil d'État. Vous allez voir que dans les pays africains, c'est l'appareil d'État qui est même la matrice économique du pays. C'est l'appareil d'État. Même le privé dépend de l'appareil d'État. Parce que l'économie étant faiblement développée, ça fait que quand vous avez l'appareil d'État en main, l'essentiel des ressources est dans vos mains. Vous nourrissez donc, comme par hasard, tout le monde. Tout le monde. Dis-moi comment quelqu'un va se lever comme ça pour affronter la machine étatique dans son ensemble. Je ne parle même pas des aspects culturels, hein, dans son ensemble. C'est difficile. C'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un a le pouvoir d'État, généralement, il est plus facile pour lui de neutraliser parce que la machine d'État est le lieu qui concentre les ressources, les capitaux essentiels qui permettent de faire la politique, de même se reproduire au quotidien, c'est l'État. Donc le cas particulier de l'Algérie, c'est de cela qu'il s'agit. Tous ces gens que vous voyez se lever là ne peuvent pas affronter la machine. Or, pour l'instant, la machine militaire, la machine étatique est derrière Bouteflika. Derrière, le FLN. Or, tout à l'heure, quand je suivais tout à l'heure beaucoup de plaisir, Thierry Nyopé, qui pose un problème qui est clair. Mais le problème, c'est quoi? C'est que en politique, vous avez deux façons de la faire. Il y a les dynamiques spontanées, en début sur rien. Les dynamiques spontanées sont récupérées par la dynamique organisée. Toujours comme ça. Si vous êtes en colère, la colère ne suffit pas
Ça mène nulle part même en politique. Vous allez être en colère, les forces organisées vont récupérer votre colère et vous écarter après. Parce que la jeunesse algérienne qui est là, elle n'est pas organisée. Or, il n'y a rien de plus organisé en Algérie que l'État algérien, qui est un État historique. Au point où il est devenu une culture en Algérie. Une culture. Le FN, c'est une culture en Algérie. C'est-à-dire que comment est-ce que ça va se passer là? Moi, pourquoi je tente de vous dire que vous allez vous retrouver, c'est-à-dire que soit il va passer, soit la même va revenir. Et c'est clair. Et je vous dis, ces jeunes qui marchent, c'est bien, mais ils ne sont pas les plus nombreux en Algérie. Il y a une majorité silencieuse en Algérie qui ne veut pas revivre ce qu'ils ont vécu il y a 10 ans. Il ne veut pas entendre. Il dit que, au lieu que ça revienne, nous on préfère la paix là. Peut-être qu'on ne l'aime pas, peut-être on ne l'aime pas, mais la paix là. Nous voulons plus revivre les affaires où on coupait les têtes des gens dans les familles, où les enfants ils disparaissaient comme ça, on violait les femmes, tout ça. Ils ne veulent plus entendre parler de ça. Oh, cette génération n'a pas connu ça. Et on ne va pas la condamner pour ça. Elle n'a pas connu ça. Donc elle n'a pas ce problème. Mais les générations intermédiaires, les anciens, ils ont connu ça. Ils ne veulent pas entendre parler. Donc on est dans une situation où, moi je dis ceci, mon cher Moutomé, des occasions comme celle-ci nous amènent à réfléchir profondément sur notre vie politique et sur l'histoire de l'Afrique. Il ne faut pas sacraliser la rue. Il ne faut pas sacraliser la rue. La rue se trompe la plupart du temps. Elle peut se tromper, parce que dans la rue, c'est quoi? C'est une foule en colère. Et souvent même... Qui n'a pas de conscience. Oui, parce qu'il n'a pas de conscience politique souvent. Souvent. Quand la rue est dirigée par des hommes politiques, ça a un sens. On peut comprendre. Mais je vais te donner des cas où les rues ont conduit à des catastrophes. Prenez le cas d'un pays comme le Venezuela aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Il y a une rue pratiquement fabriquée qui produit un mannequin, on va l'appeler comme ça, qui est un agent de la CIA. On dit que c'est le président autoproclamé, on le reconnaît. Capille rouge. Mais il y a des millions de gens qui marchent pour Maduro, on ne les montre pas. Et ils s'affrontent de temps en temps. Vous voyez que la rue devient compliquée. Vous prenez, pourquoi aujourd'hui, personne ne parle de la France? Les Gilets jaunes marchent depuis 3 mois. Et chaque semaine, ils sont au moins 100 000. Et c'est dans toutes les villes de la France. Malgré tous les moyens qu'on a mis en jeu pour les diaboliser, pour les casser, tout et tout, ils tiennent. Ils marchent tous les jours. Pourquoi on ne parle pas de ça dans le monde? Pourquoi cette rue-là n'est pas sacrée? Vous allez comprendre qu'il y a des rues qu'on accepte et d'autres rues dont on ne parle pas. Ça aurait été un pays africain où les gens marchent depuis 3 mois comme les Gilets jaunes là. On l'a vu également au Burundi. Avec un tel niveau de résistance. Non, non, non. Le Burundi, c'est pas la même chose. Je dis que pourquoi on ne parle pas des Gilets jaunes en France? Ça fait 3 mois qu'ils marchent. Et chaque semaine, ils sont au moins dans toutes les villes de la France, ils marchent depuis 3 mois. Vous voyez, le monde entier, on n'en parle pas. Le même pays là donne les leçons au Venezuela. Ils disent que non, vient le gars, le président. Qui peut reconnaître un gars, le gilet, je me dis, et dit que bon, c'est le président le conduit de la France. Qui peut faire ça? Vous voyez donc, il y a des rues qui sont acceptées et des rues tabous dont on ne parle pas. Donc, moi, je dis ceci. Je voulais terminer avec la question de la dette que l'autre a soulevée. Il a raison. Bouteflika a remboursé pratiquement toute la dette de l'Algérie. Quand il prend le pouvoir, l'Algérie est surendettée. Il faut rappeler ça aux gens. Il a remboursé, il a dit, si nous voulons être indépendants et maintenir, remboursons. Ils ont remboursé. Pourquoi le FMI ne peut pas venir broncher en Algérie? Il a remboursé tout ça. Il fallait que je vienne là-dessus. La question de réforme a échoué. Pourquoi? Il faut reconnaître ça. Il y a une corruption historique en Algérie. C'est une corruption, je dis bien historique, parce que l'appareil d'État qui se confond avec l'armée, le FNL et consort, la corruption a gangréné ça. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Bouteflika était parti, lui rester à l'étranger. Vous avez la question de l'armée. Il y a des intérêts qu'ils ont, que quand vous faites une réforme et que vous touchez ça brusquement, ça va se retourner contre vous. Donc Bouteflika a dû manœuvrer d'abord, les discipliner, je l'ai dit, mettre de puissants lobbies, en retraite, ne mettre pas. Il a réussi ça. Si l'Algérie négocie bien ce tournant dans la paix, la nouvelle génération aurait des coups franchis pour travailler et développer leur pays. Alors, Thierry Niopé, est-ce qu'on doit craindre le pire pour cette élection de 18? Doit-elle ou peut-elle se tenir dans de bonnes conditions malgré la tension qu'on connaît, malgré cette rue qui continue à être persistante, bien qu'elle ne soit pas organisée? On l'a reconnu ici sur ce plateau. Je crois quand même que l'histoire nous parle. L'histoire du printemps arabe parle également aux Algériens. Ils savent que si ce tournant est mal négocié, on peut voir ce qu'on voit aujourd'hui en Libye, en Égypte, en Tunisie. Et, je crois que ce sont des exemples qui devraient en même temps servir, parce que ce sont des pays du Maghreb, ce sont des pays qui appartiennent à l'Organisation mondiale du pétrole, notamment l'OPEP.
Et ce sont des pays qui dépendent essentiellement de cette manne, de cette ressource naturelle. Et je crois quand même que ces pays se tiennent. Et aujourd'hui, l'Algérie, en termes de, en termes de stabilité, quand même permet au Maghreb de jouir de cette stabilité, au moins de façade, au niveau de la face du monde. Mais je continue à croire qu'il est possible. Et tout à l'heure, on disait que l'opposition algérienne n'est pas suffisamment structurée et organisée. Il y a une opposition algérienne qui est assez forte d'ailleurs. Je vous rappelle par exemple que même au sein du FNL, même au sein de l'appareil d'État et où des proches de Abdelaziz Bouteflika, il y a déjà des frictions. Il y a des divisions. Il y a par exemple M. Makri, je crois, le chef de file du parti islamique qui a demandé ouvertement l'application de l'article 102 qui demande, en fait, qui autorise la vacance quand l'état de santé du président ne lui permet plus d'exercer. Il y a, par exemple, Ali Benfis, dont vous parliez tout à l'heure, qui est l'ancien chef du gouvernement, qui s'est désolidarisé de cette position ou de cette candidature de Bouteflika. Et il y a beaucoup d'opposants, justement, qui demandent effectivement que l'élection soit renvoyée, pourquoi pas dans 6 mois, pour permettre à l'Algérie de passer ce cap-là, pour permettre à l'État de réorganiser un certain nombre de choses. Il parle même jusqu'à proposer, pourquoi pas, la mise en place d'une sorte de conseil qui va gérer le pays et proposer une nouvelle constitution en Algérie. Et c'est cette constitution, justement, qui va permettre aux uns et aux autres d'aller vers ces élections-là, parce qu'il n'est pas possible, en l'état actuel, l'élection aura lieu le 18 avril. 18 avril, pour l'instant, les formations politiques ne sont pas encore dans l'optique de cette élection-là. Parce que quand la rue grogne, quand ça boue à l'intérieur, il n'est pas possible de s'organiser. Donc c'est pour ça que beaucoup pensent qu'il faut leur permettre justement de gérer au mieux cette situation et de laisser la gestion du pays dans les mains des indépendants. Maintenant, on court également le risque parce que qui est indépendant et qui ne l'est pas? Qui dépend de quoi? Quelle est la puissance qui se cache derrière? Qui veut instrumentaliser quoi? Moi, j'ai peur. J'ai peur. Je continue à croire que je prie en fait que moi, je proposerais, même si je pouvais être écouté par les Algériens, de laisser cette année de plus en espérant que Bouteflika ou les proches de Bouteflika ne vont pas, par des tripatouillages, par des manipulations bizarres, la mener à se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de ce mandat-là. Et que ces réformes profondes, parce que quand on parle de réformes profondes, on n'entre pas dans le vif du sujet, on ne dit pas exactement de quoi il s'agit. Il faut permettre peut-être à cela d'asseoir ces réformes-là pour que la transition entre les 21 ans qu'aura passé Bouteflika et la nouvelle génération, que cette transition soit pacifique. Parce que si l'Algérie négocie mal ce cap, moi j'ai peur. Moi j'ai peur que le syndrome ou le printemps arabe, avec les conséquences qu'on a vues en Libye, en Égypte, en Tunisie, se répercute en Algérie. Et si c'est le cas, je vous assure que le Maghreb est déstabilisé et cela peut avoir des répercussions, même sur le plan mondial, parce que je vous assure, au niveau de l'OPEP, ils ont un rôle extrêmement important. Depuis 1969 qu'ils ont adhéré à cette organisation extrêmement forte. Quelle est la puissance aujourd'hui qui ne vit pas du pétrole? Vous savez ce que le pétrole a fait en Guinée équatoriale, ce que le pétrole fait au Tchad et ce que le pétrole pourrait faire au Cameroun. Donc le pétrole est une manne extrêmement importante pour la stabilité, pour le développement de ces pays-là. Vivement que les Algériens comprennent que leur intérêt est plus que jamais au centre de toutes les attentions et que ce cap mérite d'être mieux négocié. Si cela passe par les 1 an, comme je l'ai dit, si cela passe, pourquoi pas je pense, je pense, on est d'accord, mais moi je pense quand même que c'est important que les Algériens négocient de manière cette franche. Période-ci. Alors, avant de passer la parole à M. Marcel Yeke, qui ne semble pas être d'accord avec vous sur cette prise de position. Bonsoir à tous. La situation actuelle en Algérie n'est pas différente de ce que les pays voisins, y compris le nôtre, traversent. Le système algérien s'est piégé avec ce 5e mandat. Pourquoi ? Parce que après
10 ans de terrorisme et de trauma. La révolte est étonnante et surprenante car on les croyait incapables de revendication. On assiste au réveil d'un peuple qui a accumulé trop d'humiliations et qui a fait beaucoup de concessions au régime en place. Merci, belle émission. C'est Karl Nana qui nous envoie ce SMS. Marcel Eke, je vous redonne la parole. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette approche de Thierry Nyompé qui a donné deux sons de cloche. Hein. Le premier, c'est peut-être la mise en place de ce consensus pour une transition pacifique ou alors cette année supplémentaire demandée par Abdelaziz Bouteflika qui tout de même doit passer d'abord par l'élection du 18 avril avant de mettre en place ces réformes pour son année supplémentaire demandée. Il aurait pu simplement passer à une année, mais il attend d'être élu, et donc de bénéficier d'une année et d'avoir des élections anticipées. Bon, je crois que je ne vais pas produire mon certificat d'individualité dans tous les cas. Je vais répondre à votre question. Je vais essayer d'y répondre. Il y a une sorte de camarilla de profiteurs autour de Bouteflika que vous ne voyez pas. C'est là où la principale opposition se trouve là. Parce que Bouteflika, on ne peut pas dire qu'il impulse encore de nouvelles dynamiques. Il a déjà tout donné. C'est les réminiscences de ce qu'il a donné qui sont en train de se produire. Et qu'on le veuille ou non, il y a un phénomène qui est en train de s'opérer auprès de la jeunesse africaine. Celui de la psychologie de synthèse par la socialisation inverse. Ce n'est pas perceptible encore parce que les débats aujourd'hui ne sont plus des débats politiques. Vous ne verrez plus sur des plateaux des débats purement idéologiques. Les hommes politiques viennent vous raconter, vous développer des théories qui récitent comme des perroquets, qu'ils ont apprises dans des documents assez contestables du reste, ça, dans des réseaux sociaux qui n'ont aucune, c'est-à-dire que correspondance avec les réalités du terrain. Mais on va vous citer des théories de je ne sais qui ne peuvent pas s'appliquer de façon efficiente sur le terrain. Donc, en fait, moi je n'ai pas peur, contrairement à vous, de ce qui pourrait advenir en Algérie, parce qu'il n'adviendra rien. Il n'y a pas longtemps, sur ce même plateau, on parlait du Nigeria. Et il y avait un confrère nigérian qui était assis à ma droite. Je lui ai dit que, restons tranquilles. Voyons, les Nigérians ont compris. Et ils vont exprimer leur compréhension de la situation. Les Algériens aussi vont comprendre. Ils ont compris. Ceux qui manifestent, c'est normal. Parce que l'expression des opinions doit être libre et libérée. On ne peut plus se complaire aujourd'hui de la pensée unique, qui est du reste aliénante. Parce que si imaginez un peu, imaginez l'embryon de, comment on les appelle là, les embryons de papillons. Oui, mais avant qu'elle devienne chrysalide, qu'elle ne passe à la table de chrysalide, elle est dans une forme là. Si elle reste fidèle à sa forme, elle ne deviendra jamais chrysalide, n'est-ce pas? Si l'embryon là reste, dont le nom est féminin, mais de toute façon c'est même pas important, on voit le schéma. Donc si l'embryon là reste fidèle à l'idée, à son idée embryonnaire, elle ne passera jamais à l'état chrysalidaire. Donc les Africains sont en train de faire de grands bonds sans s'en rendre compte. Il ne se passera rien en Algérie. Les Algériens ont compris que leur intérêt, l'intérêt pour eux et pour la zone du Maghreb, c'est de respecter les valeurs morales, les valeurs historiques qui devraient être érigées en dogme. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que les emprunts obligataires sur le plan mental et moral que nous faisons et qui nous poussent, qui nous envoient dans les abysses, regardez ce que ça produit des peuples de zombies. Regardez marcher sur la rue là. Regardez comment ils se comportent les jeunes. Déjà il n'y a plus de trottoirs.
Ça, c'est une petite distorsion. Il n'y a plus de trottoir. Et quand vous croisez quelqu'un dans ce qui a, un jeune dans ce qui a, qui fait office de trottoir, il gonfle, il bande les muscles. C'est vous qui devez vous mettre de côté pour le laisser passer. C'est parce que c'est ce manque de repères. Or, eux, en Algérie, ils ne l'ont pas perdu complètement. Parce que c'était ça. C'était ça le fondement de la signature des accords d'Évian. Et tout Algérien, ils apprennent ça. Ils sont obligés d'apprendre ça parce que la majorité sont au moins musulmans. Et la religion musulmane a un impact fort. Ils respectent les valeurs. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Bandakani, d'une sorte de rupture de chaîne générationnelle. Elle s'est opérée chez nous. Voilà pourquoi nous souffrons. Si elle ne s'était pas opérée chez nous, nous ne souffririons pas autant. Donc, pour ramasser mon propos en quelques mots, pas des secondes, ne me prêtez rien. Merci. Pour ramasser mon propos en quelques mots, donc, je dirais bien ceci. Il ne se passera rien de dramatique en Algérie parce que le peuple algérien, qui est comme tout le reste du peuple africain, est en train de comprendre la nécessité de la socialisation inverse parce que ce que la colonisation, les dégâts que la colonisation a fait dans nos mentalités, nous les voyons, nous les vivons tous les jours, nous les regrettons et nous sommes prêts à rebondir. La jeune génération est prête à rebondir à une seule condition, la formation. Alors, est-ce que, M. Biboum, est-ce que ce n'est pas le moment pour la jeunesse algérienne hein, de faire justement cette cassure? Et M. Malanga en parlait il y a quelques secondes encore. On a vécu ça au Cameroun, mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, cette jeunesse algérienne s'est dit, on en a marre. Là, c'est le trop-plein du vase. Il vaut mieux qu'on passe à autre chose. Disons qu'il y a effectivement cette jeunesse excitée qui voudrait rapidement voir les choses changer, c'est-à-dire l'alternance. Et cette jeunesse muette aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier. Parce que pense la jeunesse muette? C'est pas parce qu'elle ne se soulève pas, parce que si on prend en termes de pourcentage, par exemple ce qui s'est passé en Algérie aujourd'hui, il y a une jeunesse muette qui a un pourcentage plus élevé que celle que nous avons vue dans les rues. Alors que pense celle-là? C'est pour ça que je dis, il y a une émergence d'une jeunesse africaine qui est assoiffée de l'alternance. Mais de quelle alternance s'agit-il? L'alternance par rapport à ceux qui sont au pouvoir depuis les années 60 ou alors l'alternance au niveau de la gouvernance et des mentalités? Parce que c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut également interroger sur le plan politique. Lorsque je parlais de 1 an pour réorganiser les élections en Algérie, je me poserai la question de savoir pourquoi ne pas donc annuler les élections, organiser une certaine transition pour que le président Bouteflika prépare, n'est-ce pas, sa succession. C'est possible, surtout que les élections coûtent cher. Parce qu'au bout, au bout de 12 mois, organiser 2 élections, moi je dis, il y a quelque part quelque chose de masqué à l'intérieur de ce processus qui est en train de vouloir se passer en Algérie. Et c'est ce qui nous fait le plus peur. Est-ce qu'il n'y a pas autour de Bouteflika cette opposition qui voudrait conduire le président actuel vers une sortie qui risquerait d'être désagréable pour sa personne et sa personnalité, et après cela, récupérer le pouvoir, et dans quelles conditions? C'est ça qui fait le plus peur aujourd'hui. C'est ça qui fait le plus peur aujourd'hui. Alors vous parlez justement de ces faits-là, et un téléspectateur, M. Essiane, à Lobo, sur la nouvelle autoroute Yaoundé-Douala, qui nous écrit, si les Algériens ne veulent plus de M. Abdelaziz Bouteflika, qu'ils votent massivement contre lui, nous ne cédons pas aux manipulations de la rue. C'est son point de vue, justement. Alors, pourquoi organiser une élection dans 1 an alors qu'il y a une élection déjà qui se tient aujourd'hui? Pourquoi ne pas finalement surseoir à l'élection du 18 avril et tenir l'élection dans l'année qui arrive en tenant compte de ce qu'on puisse mettre en place un processus qui rassure et rassemble tout le monde autour d'un idéal? Malanga Yeke et Monoï Boboum ont dit quelque chose de très pertinent. Et que nous renseigne là maintenant on va faire l'exercice politique même du système algérien
pour voir comment est-ce qu'il faut analyser la proposition qui paraît bizarre qui est faite là. C'est une proposition bizarre, mais ça traduit les contradictions qu'il y a dans l'entourage de M. Bouteflika. Parce que là, vous êtes devant un truc qui est incompréhensible. Vous dites que, bon, ok, non, laissez-nous 1 an, on fait l'élection présidentielle et on passe, on fait 1 an, on fait une élection présidentielle anticipée sans Bouteflika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça montre que, politiquement, ça montre qu'il y a des contradictions terribles entre eux. C'est pour ça que moi, je suis très prudent, parce que quand c'est considérablement comme ça, et que ce n'est pas maîtrisé, ça finit comme en Côte d'Ivoire, ça finit en catastrophe. Et pour, tout à l'heure, nous sommes d'accord ici, parce qu'on comprend très bien le rôle que l'Algérie joue dans la stabilisation du continent. L'Afrique n'a pas intérêt à une déstabilisation de l'Algérie. L'Afrique n'a pas intérêt. Il y a un cas comme ça qui nous enseigne. Le Zimbabwe. Que font les Zimbabwéens aujourd'hui? Ils sont en train de pleurer Mugabe. Je vous dis que, comme vous avez dit qu'il ne faut pas sacraliser très vite la rue. Souvent les gens, parce que quand vous voulez renverser un système, et que vous n'avez pas d'alternative, que vous avez bien pensé, vous allez plutôt le reproduire. Il peut être quand même plus violent. Les Zimbabwéens ont dit que Mugabe était vieux. Ils ont soutenu Mnangagwa, qui était lui-même l'homme du système. Comme ce qu'on voit là en Algérie, où les gens se cachent derrière Bouteflika, il faut essayer de tirer les ficelles. Mugabe est parti, celui qui est là. Non seulement il est même plus violent, il est plus répressif, mais ils sont en train de voir que c'est grave. Où est-ce qu'on va? Ça fait même pas 6 mois qu'il est là. Il se plaint. Donc, il faut faire attention quand il y a des dynamiques comme ça. Donc moi, je pense que cette jeunesse, moi, ça me rappelle mai 68. Malangué, lui, il est peut-être plus... Mai 68, De Gaulle ne comprenait rien. Il avait tellement fait pour la France. C'est le grand De Gaulle. Je dis bien pour la France. Contre d'autres peuples, mais pour la France. Il a bien fait que il ne comprenait pas comment que... Mais ces jeunes-là, quel est le problème? Donc, l'histoire des nations a souvent ce genre de situation. Ou pour ne vous pas expliquer, une génération descend dans la rue. En 68, on n'a pas beaucoup réprimé parce que c'était des enfants de bourgeois, de riches. Donc, si en Algérie, là, ceux qui sont dans la rue, là, sont les enfants, parmi eux, il y a les enfants des barons, la chose peut se passer autrement. Peut-être c'est pour ça que jusqu'à présent, on ne réprime pas, on ne tabasse pas. Oui, parce que s'ils sont les enfants de la bourgeoisie algérienne... Vendredi dernier, on a réprimé à l'aide des gaz lacrymogènes et autres tirs à blanc. Oui, jusqu'à présent, ce n'est pas quand même très violent. Ça se passe bien. Je veux dire, vous savez, quand on veut réprimer, quand en Algérie, on veut réprimer, on ne prend pas de gants, hein. Ça dit, c'est pas le jeu qu'on fait là. Les gens vont rentrer avec les pieds cassés, il y aura des morts et puis on s'en fout. Mais l'armée a dit que ça continue ici, elle va prendre le contrôle. Elle va prendre le contrôle de la situation. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure. Je tente de vous parler, je connais ce pays. Je tente de vous parler tout à l'heure. Oh, il faut éviter ça. Parce que Bouteflika a réussi au moins à mettre la main au pas. Si elle revient là, ce sera tant pis pour ces jeunes qui marchent là, ils n'auront plus ces libertés-là. Ce sera tant pis pour toutes ces espèces de libertés qu'ils ont pu glaner avec Bouteflika. Moi, ce que je terminerai par là. Le moment comme ceci, c'est quoi? C'est que, ça arrive un peu partout, c'est que souvent les gens font comme s'ils découvraient le système qui les dirigeait. Mais alors que c'est là depuis. Hein. Ils sont moulés dedans. C'est-à-dire, ils sont dedans. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils découvraient. Or, le danger, c'est quoi? C'est très bien. Moi, je dis que moi, je ne reproche rien à ces jeunes qui marchent. Je les comprends. Parce que souvent, les sociétés ont besoin d'avoir des thermomètres qui indiquent une température. Il ne faut pas casser le thermomètre. Il faut comprendre la température qu'on est en train d'indiquer. Moi, je comprends cette jeunesse, mais il faut que l'État profond algérien, les forces vives algériennes se ressaisissent et comprennent ces cris et négocient une transition maîtrisée dans leur pays pour qu'il y ait la continuité de l'État. D'accord. Il faut qu'il y ait continuité de l'État, et vous l'avez relevé tout à l'heure, c'était pour sortir, puisque la réalisation me fait savoir qu'il nous reste 5 minutes pour la fin de ce programme. L'armée est pratiquement prête au jour d'aujourd'hui, au regard de la situation qui se complique davantage. Si l'armée rentre en jeu, on a la catastrophe? Bien sûr. Le président Madakandela suffisamment a été assez disert là-dessus. Notre souhait, effectivement, c'est que la démocratie continue à primer. Mais il faudrait en même temps, on a souligné tout à l'heure, M. Malangué l'a dit avec beaucoup d'intérêt, il est possible pour les Africains d'avoir une démocratie à l'africaine. Parce que la démocratie occidentale telle qu'on la vit n'est pas une démocratie qui sied à nos peuples. Rappelez-vous que la culture Bamoun est l'une des cultures les plus assises, les plus anciennes, et elle continue d'ailleurs à perdurer. Elle continue à avoir une assise extrêmement importante dans le vécu quotidien des peuples. Il faudrait effectivement que les Africains soient capables de proposer ces modèles-là. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ces derniers temps, d'ailleurs c'est la mode hein, dans les réseaux sociaux, l'un des leaders politiques, certainement le président Bada Kane le connaît, le président, je crois Jean-Marc Ngos.
du parti d'Esprit David 48, avec la kamacratie. Voilà qui est une sorte de courant politique qui allie à la fois la démocratie occidentale et la démocratie africaine à la Bamoun. C'est un modèle extrêmement important, une sorte de tribunal de paix où les gens peuvent effectivement venir mettre sur place un véritable tribunal de paix où le président élu passera une sorte d'interrogatoire auprès des gens suffisamment sélectionnés, triés dans le volet. Je crois qu'il est possible d'avoir un modèle de démocratie à l'africaine et je crois que les Africains devraient commencer à réfléchir à ce modèle-là. Le président Jean Mangossa a commencé, il faudrait que les autres... également sur le rythme. Monsieur Malangé, qui est d'ailleurs un très grand théoricien, je l'ai encore découvert aujourd'hui, je l'ai découvert lors du dernier passage sur le problème nigérien, sur l'élection au Nigeria, et je le découvre encore une fois, avec beaucoup d'intérêt. Je crois qu'il faudrait qu'ils s'asseyent autour pour proposer un véritable modèle à l'africaine. Alors, la réalisation nous fait savoir que le temps qui nous est imparti est arrivé pratiquement à son terme. Hein. On n'a pas vu le temps passer, mesdames, messieurs. J'espère qu'on a fait le tour de la question autour de cette élection présidentielle en Algérie. On doit pouvoir éviter le pire dans ce pays africain qui est une véritable plaque tournante au Maghreb et même sur tout le continent africain. Il faut permettre à ce que tout se passe bien et davantage pour cette élection présidentielle du 18 avril 2019 prochain. Les yeux et les regards, pratiquement toute l'Afrique, regardent cette présidentielle en Algérie. On attend de savoir ce qui va se passer. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous dans le cadre de ce programme. Messieurs, merci d'être venus ce soir. Demain, ce sera un autre jour avec une nouvelle thématique. Et comme nous sommes dans la semaine consacrée à la femme, l'édition de ce mercredi est spéciale femmes. Nous aurons un panel essentiellement féminin. Nous parlerons que des problèmes liés à la gente féminine dans le cadre de Tout au clair de ce mercredi sur la télévision du Monde. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous savez, vous pourrez retrouver ce programme sur Sanga TV comme tous les autres programmes de la télévision du Monde, mais aussi sur YouTube. Restez connectés sur la télévision du Monde. Bonsoir.